Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amandie et comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Marine Boisseranc, née le 19 mars 85 à Lyon et décède le 11 octobre 2005 à Chazé-d'Azergues, dans le domicile familial. La jeune femme de 20 ans reçoit de multiples coups de couteau avant de succomber. C'est son père qui découvre son corps à 17h dans une mare de sang. Du meurtrier, il n'y a qu'une petite trace de pas ensanglantée. 17 années se sont écoulées depuis sa mort. L'enquête piétine. Quelques suspects, pas vraiment de preuves, des témoignages, mais trop peu d'éléments. Retour sur l'histoire de Marine Boisseranc. Je vais d'abord remettre l'histoire dans son contexte. Marine Boisseranc a 20 ans, elle est étudiante en BTS comptabilité dans le lycée technique privé Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône, à environ 30 minutes de son domicile de Chazé-d'Azergues. Le père de Marine, Éric Boisseranc, est délégué médical chez Sanofi et sa mère est médecin acupuncteur. Elle part de la maison vers 7h40, souhaite une bonne journée à ses parents et part. La journée se passe. Vers 17h, son père arrive à la maison un peu plus tôt que prévu. D'ailleurs, il a bien tenté de joindre Marine pour la prévenir. Mais étrangement, Marine n'a pas répondu, ni sur son portable, ni sur le fixe de la maison. Pourtant, son père voit sa voiture, une Opel Corsa blanche, garée devant la porte. Donc Marine est bien rentrée. Il ne se pose pas vraiment de questions, il entre dans la maison, va à l'étage, prendre les clés d'une moto qu'il sort du garage. Il retourne dans la maison, appelle Marine à plusieurs reprises, mais personne ne lui répond. À ce moment-là, il voit quelques gouttes de sang au sol qui partent de la cuisine vers le salon. Il va suivre ces gouttes de sang, descend les quelques marches qui séparent la salle à manger du salon et découvre au pied du canapé le corps de sa fille au milieu d'une mare de sang. Et là, tout va très vite. Dans la panique, son père veut appeler les secours avec le fixe de la maison, qui normalement est à portée, mais étrangement le téléphone fixe n'est pas là. Il prend donc son portable et appelle le médecin de famille. Il est 17h02. À 17h05, le médecin de famille est sur place. À 17h08, son collègue médecin qui l'a vu partir en trombe du cabinet se rend sur place. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Marine est décédée. Les gendarmes sont appelés. Ils arrivent sur place à 17h30. Ils entrent dans la maison et gèlent la scène. L'enquête. Les gendarmes, avec les experts médico-légaux, font les premières constatations. Marine est tout habillée, sur le dos, dans une mare de sang d'1 mètre autour du corps. Il y a des projections de sang sur la cheminée et sur le mur à droite de la porte-fenêtre. Sa tête est appuyée sur le bord du canapé, donc le corps est légèrement relevé. Le fait qu'elle soit habillée montre qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle avant d'être tuée. Marine a reçu un coup de couteau dans le dos et 10 autres au niveau du thorax, puis un dernier au niveau de la trachée. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sang. Il n'y a aucune trace de défense sur son corps. Et pour cause, les 2 secours ont été portés en moins d'1 minute. Le tueur ne lui a laissé aucune chance. Les enquêteurs remarquent une empreinte de pas ensanglantée. Une paire de chaussures de sport de taille 43. Une taille d'homme moyenne ou une taille de femme assez grande. Les gendarmes font le tour de la maison. Le sac de cours de Marine est dans sa chambre sur son lit. Et rien ne semble avoir disparu. Il manque cependant le portable de Marine, le fixe de la maison, un couteau dans la cuisine et un chaton de Marine a disparu, mais peut-être que l'animal a pris la fuite. Et la télé du salon est allumée.
Les gendarmes enquêtent sur son emploi du temps. Elle se rend au lycée au matin et à la première heure, Marine et ses camarades apprennent qu'ils n'auront pas cours l'après-midi car le mari de leur professeur est décédé la semaine précédente et son inhumation a eu lieu ce mardi. À midi, elle sort déjeuner avec un ami. À 13h30, elle l'accompagne à son boulot. À 14h, elle va faire une demande de stage à la Générale des Eaux, car elle veut être comptable. Et à 14h30, elle est de retour à la maison. C'est le calme plat jusqu'à 16h15, où une amie l'appelle. Peut-être pour lui donner rendez-vous. Marie lui dit qu'elle fait un petit truc et que dans 10-15 minutes, elle revient vers elle. À 16h35, depuis le fixe de la maison, Marine essaie de contacter son demi-frère. Mais l'appel n'aboutit pas. À 16h36, depuis son portable cette fois, elle compose le numéro du garagiste où la famille a l'habitude de faire réviser ou réparer leur véhicule. Le garagiste n'entendra jamais la voix de Marine, mais celle d'un homme, selon lui entre 35 et 45 ans, qui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Viens là où tu vas ?» La voix est légèrement étouffée, comme si que le portable était dans une poche. Il y a un gros mouvement et l'appel coupe. On enquête sur Marine. C'est une jeune femme sans histoire qui n'aime pas les conflits. Elle a rompu avec son petit ami en juin dernier et lui a assez mal pris la rupture. Les gendarmes débutent l'enquête de voisinage et ils vont apprendre une chose très importante. Le fils de la voisine, d'une maison toute proche, limite en face de leur maison, va voir un monospace gris se diriger vers la maison des Boisséranques vers 16h30. Il n'y a qu'une petite route qui ne mène nulle part. C'est une petite voie sans issue qui mène directement à leur maison. Et à 16h45, sa mère a bien failli percuter le même véhicule qui quitte en trombe le chemin qui mène à leur maison. Peut-être le véhicule du tueur avec l'auteur à l'intérieur. Sa mère va voir un homme mais sera incapable de donner une description ou de l'identifier. Les proches de la famille sont interrogés, leurs véhicules sont fouillés, on va aussi prélever leur ADN et on va prendre des photos de leurs chaussures. Dans son lycée, les gendarmes interrogent ses camarades et prélèvent certains ADN. En tout, ce seront 2600 auditions et une centaine de prélèvements ADN qui seront faits. Pourtant, l'enquête n'avance pas. Parlons maintenant des suspects. Il y a 3 pistes principales dans l'affaire. Celle d'un SDF de 32 ans, Emmanuel M, qui est interpellé en octobre 2006. L'homme a quelques antécédents d'agression, il collectionne les couteaux et déclare avoir une préférence pour les blondes. L'homme est interpellé car il errait un petit peu autour du village. Les gendarmes fouillent sa chambre. Ils découvrent un pantalon avec un peu de sang dessus, mais ce n'est pas celui de Marine. Ses chaussures ne correspondent pas non plus. Ils découvrent dans sa chambre un porte-document avec le nom de Sanofi, un porte-document appartenant à son père. Mais après enquête, il s'avère que le porte-document a été distribué 3 mois après la mort de Marine. 3 mois plus tard donc, Emmanuel M est libéré. La seconde piste, la piste privilégiée par l'enquête, est celle de l'ex Ludovic P, pour ne pas citer. 2 témoins, 2 jeunes collégiens déclarent avoir vu un jeune homme en survêtement de sport blanc courir à toute vitesse depuis le domicile de la famille Boisseranque entre 16h et 16h45. Mais la mère de Ludovic va donner un alibi. Très peu de temps après le crime, Ludovic va quitter le pays et faire le tour du monde. Les enquêteurs s'intéressent de plus en plus à lui. C'est un ex, et quelques semaines ou mois après le crime, il quitte le pays. Donc ça le rend encore plus suspect.
Le jeune homme de 26 ans est interpellé le 17 septembre 2011 et mis en examen pour homicide volontaire. Le 4 janvier 2012, il est libéré. Un ticket de caisse le situe à l'heure du crime en centre-ville. L'heure du crime se situe entre 16h35 et 16h36. Puis le 5 juin 2014, il devient témoin assisté. Vient ensuite la troisième et dernière piste, celle de Stéphane Moitoiret. L'homme est accusé d'avoir tué le petit Valentin Crémeau, poignardé de 44 coups de couteau le 28 juillet 2008 à Lagnieu dans l'Ain. Pour ce crime, Stéphane Moitoiret a été condamné à 30 ans de réclusion avec 20 ans de sûreté. Son ex-compagne, Noëlle Ego, est condamnée quant à elle à 5 ans de prison, dont 4 fermes pour non-assistance à personne en danger. Le couple vivait sur la route et ils ont parcouru presque tout le pays. Mais ils n'ont pas de portable et sont donc très difficiles à localiser. Cependant, en 2007, certains témoins et l'enquête va révéler qu'ils étaient près de Saget d'Azergues. Et 2 témoins affirmeront les avoir vus en 2005, le jour du crime. En 2011, un premier témoin va se faire entendre. Il se rappelle avoir croisé un couple au comportement étrange ce 11 octobre vers 17h30. 3 ans après le meurtre de Marine, il apprend le meurtre de Valentin. Il y a donc, sur le journal, la photo des suspects. Il se rend compte que l'homme ressemble à celui qu'il a vu le jour du crime. Mais pour en être sûr, il va assister au procès pour voir l'homme de plus près. Et là, il en est sûr, c'est lui qui l'a vu ce 11 octobre 2005. Un autre témoin, une ancienne professeure, va témoigner en décembre 2020. Elle déclare que le matin du 11 octobre, c'est un jour où elle ne travaillait pas, elle a vu un viticulteur courir après quelqu'un en criant « Au voleur, arrêtez-le, arrêtez-le !» Il y a un homme un petit peu plus loin de lui qui crie à quelqu'un d'autre « Vas-y, démarre !» Tout près d'elle, elle va voir une voiture noire s'approcher lentement. Une femme avec des lunettes au volant. L'homme rentre dans la voiture et ils partent en trombe. Le viticulteur va lui dire qu'il a surpris l'homme en train de le cambrioler et que l'homme l'a menacé avec un couteau. « Laisse-moi sortir, sinon je te pique. » L'enquête sur Stéphane Moitoiret semble être encore en cours car les gendarmes diffusent un appel à témoins. Aujourd'hui, c'est l'OCRVP qui est en charge du dossier et qui va relire les 32 tomes que compose le dossier du meurtre de Marine Boisseranque. En 2015, certains scellés ont bien failli être détruits, comme certains ADN. Il y a eu opposition de la part des avocats de la famille, ce qui a permis en 2016 de procéder à de nouvelles expertises génétiques. Comme je vous l'ai dit, pour Stéphane Moitoiret, l'enquête semble toujours en cours car les gendarmes diffusent un appel à témoins. L'affaire du meurtre de Marine Boisseranque est donc à ce jour non résolue, mais l'enquête continue. Il y a selon moi beaucoup de questions sans réponse, simplement dû peut-être au secret de l'instruction. Il n'y a-t-il qu'une seule empreinte de pas ensanglantée? Pourquoi se dirige-t-elle vers la porte d'entrée que le père a retrouvée fermée à clé? Pour les clés de Marine, je ne sais pas où elles se trouvaient. Sur certains sites, elles se trouvaient sur la porte, mais ça veut dire que le père n'a pas pu ouvrir la porte de la maison. Pourquoi voler le portable de Marine et le fixe de la maison? Je comprends pour l'arme du crime, pour éviter de laisser des traces. Mais pourquoi prendre le fixe? Est-ce que Marine connaissait son meurtrier? Ou quelqu'un a-t-il frappé à la porte pour lui demander de l'aide? Si la police scientifique n'a pas trouvé d'empreinte génétique ni d'empreinte digitale, c'est que le tueur était préparé, qu'il y a donc préméditation. Alors certes, le mardi 11 octobre ne s'est pas déroulé comme tous les mardis, car le cours de l'après-midi a été supprimé. Mais l'auteur du crime en était sûr, à 16h30, Marine était seule chez elle.
La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'est que le père rentre vers 17h. Car n'oubliez pas, Marine est rentrée à la maison vers 14h30. Mais ses cours de l'après-midi devaient finir vers 15h30. 15h30, 16h. Donc elle serait rentrée en même temps que l'auteur du crime. Et je le dis et le répète, le crime a lieu autour des 16h35. Donc l'heure supposée où le monospace gris se trouvait devant chez eux. Malheureusement, les témoins n'ont pas pris le numéro de plaque et n'ont pas réussi à identifier le conducteur. Le jeune homme qui est parti en courant depuis le domicile de la famille, peut-être que c'est simplement Ludovic qui a découvert le corps de Marine dans le salon et qui a pris la fuite. Après tout, il était tout vêtu de blanc. S'il y avait eu du sang sur lui, les témoins qui étaient plus ou moins proches de lui l'auraient remarqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et à donner votre ressenti et avis en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous samedi pour de nouvelles actualités crimes et disparitions. Et d'ici là, n'oubliez pas,